Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à faire 20 tests de grossesse? À 22 ans, j'étais une étudiante fière de n'avoir jamais eu de relation. Alors quand la fatigue et les nausées ont débarqué en pleine semaine de partiel, j'ai cru que c'était juste à force de trop de café et de malbouffe. Vous êtes enceinte de 8 semaines, m'a annoncé la technicienne en désignant du doigt le battement de cœur sur l'écran. J'ai éclaté de rire en disant qu'il faisait erreur. Mais le visage de la médecin s'est, lui, figé dans l'inquiétude, et elle a ordonné des examens tout de suite. Tout était normal, les hormones, la thyroïde, tout indiquait une grossesse, tout ce qu'il y a de plus classique. Ma mère m'a traitée de menteuse en apprenant la nouvelle, avec ce ton déçu qu'elle réservait d'habitude à mes bêtises d'adolescente. Dis-nous simplement qui est le père. Mon père s'est muré dans le silence et mon copain Patty, au début compatissant, est vite devenu suspicieux quand je n'arrivais pas à expliquer ce qui était arrivé. J'en suis venue à m'enregistrer la nuit, persuadée d'avoir fait quelque chose sans m'en souvenir. Rien, évidemment. J'ai fini par supplier la police de me faire passer un kit de prélèvement, mais la toxicologie n'a rien donné. Je crois que j'en ai presque été déçue. Ils ont poussé jusqu'à faire une analyse ADN du fœtus, mais le labo a d'abord prétexté un échantillon corrompu, puis des résultats non concluants, avant d'avouer qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils n'ont même pas pu confirmer qu'il s'agissait d'un ADN humain complet. J'étais tellement secouée que j'ai laissé tomber mon téléphone. Alors j'ai commencé à tout noter dans un carnet, persuadée que tôt ou tard, une lampe finirait par me fixer en retour, mais tout restait parfaitement cohérent. Ma mère s'est mise à laisser traîner des brochures sur la parentalité et l'honnêteté un peu partout chez moi, comme des pièges passifs-agressifs, tandis que Patty devenait de plus en plus accusateur. Il me demandait si je n'avais pas oublié quelqu'un ou perdu la mémoire lors d'une soirée à laquelle je n'avais même pas assisté, avec de l'alcool que je n'avais jamais bu. Pour le rassurer, je lui ai laissé sentir mon haleine tous les matins pendant une semaine et je lui ai donné tous mes mots de passe. Mais le doute dans son regard empoisonnait tout. La rumeur s'est répandue à la vitesse de l'éclair et, dans la même semaine, mon employeur m'a suggéré un congé sans solde parce que certains clients étaient mal à l'aise. J'ai donc perdu mes revenus, alors que les factures médicales s'accumulaient. Un jour, en pleurs devant Patty au café du coin, un inconnu est venu à notre table. « Je suis le père de votre enfant », a-t-il lancé, comme s'il récitait un texte. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a poursuivi. « Tu te souviens? On s'est rapprochés à la soirée d'un pote cette année? Tu portais cette tenue que tu adorais et on a parlé de Netflix? » Patty, lui, a poussé sa chaise si violemment que tout le monde s'est retourné, puis il a crié que j'étais soit folle, soit une menteuse, avant de s'enfuir. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. L'inconnu a tenté de me suivre jusque chez moi, brandissant son téléphone pour me filmer, espérant que je finisse par craquer. J'ai hurlé « Ce type essaie de me toucher les fesses !» jusqu'à ce qu'il prenne enfin ses jambes à son cou. Mais le mal était fait. Le lendemain matin, mon père ne répondait plus à mes appels. Les services sociaux ont ouvert une enquête sur mes capacités de mère et sont allés interroger mes voisins sur ma santé mentale. J'ai aperçu les notes de l'assistante sociale lorsqu'elle a déplacé sa tablette. On pouvait lire « Délire, risque pour l'enfant ». Des généticiens de Johns Hopkins sont même venus spécialement pour faire des analyses inédites sur un humain. Même ma mère a fini par lâcher prise après avoir vu des manifestants brandir des pancartes devant chez eux. Mise à jour. À 7 mois de grossesse, je vivais sur mes économies et je me retrouvais à devoir choisir entre élever un bébé qui avait détruit ma vie, le confier à l'adoption ou interrompre la grossesse, ce que je ne pouvais pas me résoudre à faire. Des fuites sur les résultats ADN ont révélé des anomalies impossibles dans une grossesse classique, ce qui n'a fait qu'alimenter les pires rumeurs. Et, ironie du sort, à l'accouchement, le bébé était en parfaite santé. 10 doigts, 10 orteils, un cri solide. Ça n'a fait que compliquer les choses, car on n'avait toujours aucune explication. J'ai étudié son visage pendant des heures, cherchant le moindre indice, quelque chose qui aurait pu tout expliquer, mais elle avait juste l'air d'être mon bébé. Mon père est arrivé à la maternité 2 heures plus tard, planté dans l'embrasure de la porte avec un ours en peluche, sans oser me regarder. Elle mérite d'avoir une famille, a-t-il dit, ce qui m'a fait sourire malgré moi. Il s'est installé chez moi, dormant sur le canapé, et m'aidant à donner les biberons la nuit, sans jamais aborder la question du père. On a fini par trouver notre routine. Il s'occupait du bébé pendant que je prenais ma douche, je préparais à manger pendant qu'il lançait une machine, et tous les deux, on faisait comme si la question qui avait détruit ma vie n'existait pas. 6 semaines après l'accouchement, je triais mes factures médicales quand je l'ai surpris en train de fixer le bébé d'un air étrange. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a simplement dit « Elle a les yeux de ton grand-père », ce qui aurait pu paraître anodin si mon grand-père n'était pas mort avant ma naissance et si je n'avais jamais vu de photo de lui. Il s'est repris aussitôt, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a glacée. Le lendemain matin, je l'ai entendu chuchoter au téléphone. « Je t'ai déjà dit de ne plus m'appeler », avant de raccrocher précipitamment en me voyant. J'ai senti mon cœur se serrer. Je me suis avancée vers lui, debout près du plan de travail, le téléphone encore à la main. C'était qui? Ma voix tremblait, mais j'ai continué. « Et qu'est-ce que tu voulais dire à propos des yeux de grand-père ?» Il a posé le téléphone, trop doucement, puis a pris le bébé dans son transat. « Tu as mal entendu, ma puce. » Ses mains tremblaient en arrangeant la couverture. « J'ai dit qu'elle avait les yeux de ta mère. » Je me suis accrochée au plan de travail pour ne pas flancher. « Non, papa, tu as bien dit grand-père. » Il évitait mon regard et berçait le bébé alors qu'elle ne pleurait même pas. « Tu es épuisé, stressé.
Tu devrais te reposer. Sa façon de fuir mon regard m'a noué l'estomac. Arrête de me mentir. Ma voix a monté d'un cran et le bébé s'est mis à s'agiter. Qui t'appelle sans arrêt? Il a enfin levé les yeux et j'ai vu, pour la première fois, de la peur dans son regard. Une peur réelle. Quelqu'un appelle à propos de la grossesse. A-t-il lâché, précipitamment? Ils disent qu'ils savent quelque chose, mais je ne sais pas qui c'est. Le bébé s'est mis à pleurer plus fort et il l'a aussitôt changé de bras. Je voulais pas t'inquiéter avec des histoires de gens étranges. Pourtant, la façon dont il esquivait mon regard ne laissait aucun doute. Il me mentait encore. J'ai senti quelque chose se casser en moi. Tu n'as droit qu'à une seule chance, papa. Mes mains tremblaient aussi fort que ma voix. Dis-moi tout, sinon tu dois partir. Rien que de prononcer ces mots me déchirait, parce que j'avais tellement besoin de lui. Il s'est laissé tomber sur le canapé, le bébé toujours dans les bras. S'il te plaît, ne me demande pas de partir. Les larmes lui coulèrent sur les joues. Je peux pas tout te dire maintenant, mais je te jure que j'essaie de vous protéger, toi et elle. Sa voix s'est brisée sur la fin. Il y a des choses sur notre famille que tu ignores. Il s'est essuyé le visage, l'air accablé. Des choses que j'avais promis de ne jamais raconter. J'avais envie de hurler, mais avec le bébé déjà si secoué, je me suis retenue. Quelle chose? Il a simplement secoué la tête, serrant le bébé contre lui. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Papa a pris son tour habituel avec le bébé vers 2 heures du matin. J'ai faim de dormir, mais j'observais tout à travers mes paupières à demi closes. Il lui murmurait des mots en la changeant, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Chaque bruit me mettait sur le qui-vive, me demandant ce qu'il pouvait bien cacher, ce qu'il savait vraiment sur la façon dont elle était arrivée. Installé dans le fauteuil à bascule pour lui donner le biberon, il ne cessait de jeter des coups d'œil vers moi, comme pour vérifier si je dormais vraiment. Le bruit doux de la succion résonnait dans la pénombre pendant qu'il fredonnait une mélodie qui ressemblait à une berceuse inconnue. À un moment, il a soufflé quelque chose comme « Tu es en sécurité maintenant », mais je n'en étais pas sûre. Mon esprit tournait en boucle, imaginant tous les scénarios possibles sans que rien n'ait de sens. Comment papa aurait-il pu savoir quoi que ce soit sur ma grossesse? Au matin, j'ai attendu qu'il parte sous la douche pour attraper mon téléphone. J'ai retrouvé le numéro de Brody Hensley, celui que la clinique m'avait donné il y a des mois. Mes doigts tremblaient en le composant. Aide juridique. Brody à l'appareil. Il avait une voix à la fois pro et rassurante. J'ai expliqué qui j'étais et pourquoi j'avais besoin d'aide pour la garde. Au point mon père agit bizarrement, j'ai peur qu'il soit dangereux. L'entendre à voix haute m'a donné la nausée. Vous pouvez venir cet après-midi? J'ai accepté, raccroché à la va-vite, pile au moment où papa sortait de la salle de bain, épuisé, évitant encore mon regard en s'habillant. Le bébé s'est mis à pleurer. On a tendu la main en même temps. Nos mains se sont frôlées et il a reculé comme si je l'avais brûlé. Je vais préparer le petit déjeuner, a-t-il marmonné avant de filer à la cuisine. Le trajet jusqu'au bureau de Brody m'a paru interminable, même si ça ne durait que 20 minutes. Son cabinet était minuscule, mais impeccable. Des livres de droit partout. Il a feuilleté mon gros dossier pendant que je me liquéfiais sur ma chaise. Il faut absolument tout écrire, a-t-il dit en relevant la tête. Chaque truc étrange, chaque appel suspect. Il s'est rapproché de moi. Les services sociaux gardent toujours un œil sur votre dossier. J'ai senti un nœud dans mon ventre. La moindre instabilité peut tout remettre en cause pour la garde. Il m'a tendu un carnet. Notez les dates, les heures, les mots précis, si vous vous en souvenez. J'ai hoché la tête en prenant le carnet, la main tremblante. Enregistrez les conversations si c'est autorisé dans votre région. Il a sorti son téléphone pour me montrer une appli. Celle-là est fiable, tout part direct dans le cloud. J'ai été envahie par la culpabilité, mais je l'ai installée malgré tout. Espionner mon propre père me faisait horreur. Brody a adouci sa voix. Vous protégez votre fille. De retour à la maison, j'ai installé l'appli pendant que papa faisait la lessive. Après ça, nos conversations semblaient toutes sonner faux. Je lançais l'enregistrement dès que je lui posais une question. 3 jours ont passé sans rien de probant. Puis, en changeant la couche du bébé, papa a recommencé. Elle a vraiment le nez de ton grand-père, elle aussi. Je pliais des bodys à côté et je me suis figée. Papa, j'ai jamais vu de photo de grand-père. Ma voix était glaciale. Tu le sais, il est devenu livide, incapable de fermer les attaches de la couche. Il y a de vieux albums quelque part. Il évitait soigneusement mon regard, des photos de famille d'avant. Mais on savait très bien tous les deux que c'était faux. Le lendemain, pendant qu'il était parti faire des courses, j'ai fouillé partout. Sous son matelas de fortune, dans sa valise, jusque dans le placard de la salle de bain. Rien nulle part sur mon grand-père. J'ai allumé mon ordi et tapé son nom sur Google. Le seul résultat était un avis de décès vieux de 32 ans. Pas la moindre photo, juste des dates et une phrase disant qu'il laissait une famille derrière lui. Quand papa est revenu avec les courses, j'avais l'avis de décès affiché sur mon téléphone. Elles sont où ces photos, papa? J'ai brandi l'écran. Celles de grand-père dont tu parles tout le temps? Il a posé les sacs avec lenteur. Elles sont dans le grenier, chez ta mère. Mais on savait bien que c'était encore un mensonge. Maman ne décroche même plus au téléphone. Elle ne garderait sûrement pas des photos de famille pour nous. Elle me parle même plus, papa. Il s'est contenté de ranger les courses sans rien répondre. Arrête de me mentir là-dessus. Le bébé s'est mis à pleurer dans son lit. Papa a voulu aller la voir, mais je lui ai barré la route. Je vais m'en occuper, ai-je lancé. Il s'est écarté, près du berceau, l'air partagé entre la tristesse et une sorte de honte. J'ai pris le bébé dans mes bras, la serrant fort contre moi pendant qu'elle pleurait, sentant son petit corps trembler. Papa a continué de ranger sans rien dire. La cuisine me semblait soudain bien trop étroite pour nous deux. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence pesant, chacun occupé à s'occuper du bébé et des tâches du quotidien. Ce soir-là, en la nourrissant,
J'ai senti qu'elle était brûlante contre mon bras, bien plus que d'habitude. J'ai touché son front. Il était en feu, et j'ai eu un frisson d'angoisse. Papa a bondi quand je lui ai dit qu'il fallait filer à l'hôpital. Il a conduit pendant que je m'installais derrière avec elle dans les bras, la voyant rougir, sa chaleur traversant son pyjama. Les urgences étaient maintenant pleines à craquer, mais ils nous ont pris tout de suite en voyant son âge et sa température. L'infirmière a pris 3 fois les constantes, visiblement inquiète en voyant les chiffres sur l'écran. La pédiatre est arrivée, l'air exténué, avant de s'installer devant l'ordinateur pour consulter le dossier de la petite. Et là, tout son corps s'est raidi. Elle a soufflé quelque chose à l'infirmière au sujet des dossiers prénataux, tout en nous lançant des regards furtifs, comme si on n'allait rien remarquer. Elles ont expliqué qu'il fallait faire des analyses pour vérifier une infection, rien de bien grave soi-disant. Pourtant, j'ai compté 8 tubes de sang prélevés sur son minuscule bras. Papa faisait les 100 pas dans le couloir, le téléphone rivé à l'oreille. Il détournait toujours les yeux quand je le regardais à travers la porte vitrée. Quand je lui ai demandé qui l'avait appelé à l'hôpital, il m'a répondu que c'était le bureau, pour organiser le planning du lendemain. Mais je voyais bien ses mains trembler quand il a rangé son portable. Au bout de 3 heures, la fièvre du bébé est tombée toute seule, sans même qu'on ait besoin de médicaments. Malgré tout, la médecin a insisté pour qu'on passe la nuit à l'hôpital, par précaution. J'ai gardé la petite dans mes bras pendant qu'on nous installait à l'étage, et en croisant 2 internes dans le couloir, ils se sont immédiatement tus en nous voyant passer. Plus tard, alors que papa était parti chercher un café, j'ai entendu ces mêmes internes discuter devant notre porte. Le service de génétique réclamait de nouveaux échantillons pour notre dossier. Mes mains sont devenues moites pendant que je faisais semblant de dormir, écoutant d'une oreille leur histoire d'analyse ADN faussée. Le lendemain matin, une femme a frappé à la porte, armée d'un épais dossier et d'un badge où figurait Gianna Figueroa, conseillère en génétique. Elle a tiré une chaise près de mon lit, étalé toute une pile de formulaires de consentement sur la tablette et expliqué calmement qu'on souhaitait pratiquer des examens plus poussés sur moi et le bébé. Sa voix posée détaillait chaque papier, précisant l'intérêt de ces analyses et comment ça pouvait aider à comprendre les anomalies ADN. Elle m'a parlé d'un phénomène appelé chimérisme, où une personne porte 2 patrimoines génétiques différents, ce qui expliquerait peut-être pourquoi les premiers tests étaient faussés. Contrairement aux autres médecins qui nous observaient comme des spécimens, Gianna semblait sincèrement perplexe, mais me traitait avant tout comme une personne, avec du respect. Elle a répondu à toutes mes questions sans détour, m'expliquant simplement que le chimérisme peut parfois se produire naturellement quand 2 embryons fusionnent très tôt dans la grossesse. J'ai signé tous les papiers, mais cette fois, j'ai exigé des copies, fatiguée d'être tenue à l'écart de ce qui concerne ma propre santé et celle de ma fille. Gianna a hoché la tête et a noté son numéro de portable au dos de sa carte de visite en disant « Tu peux m'appeler si tu as la moindre question ». C'était la première à me donner un contact direct, sans passer par la bureaucratie de l'hôpital. On nous a laissé sortir en début d'après-midi, à condition de prendre rendez-vous chez notre pédiatre, même si le bébé allait déjà parfaitement bien. Papa nous a ramenés en silence, mais j'ai bien vu le soulagement sur son visage quand on s'est garé devant l'immeuble. Une fois à l'intérieur, il n'arrêtait pas de vérifier que le bébé allait bien, penché au-dessus de son transat avec cette expression étrange qu'il avait déjà eue. Quand je lui ai demandé à quoi il pensait, il a juste répondu « Elle est parfaite », puis il est parti dans la cuisine. 2 jours plus tard, alors que je pliais le linge, on a frappé violemment à la porte, faisant sursauter le bébé dans son sommeil. L'assistante sociale se tenait sur le seuil, dossier en main, expliquant qu'elle venait pour une visite à domicile dans le cadre de l'enquête en cours. Elle a traversé notre petit appart en notant tout, l'endroit où dort le bébé, la fréquence de la présence de papa, posant des questions très directes. Je suis restée calme, même si j'avais envie de la remettre à sa place, et je lui ai montré les dossiers médicaux de la petite ainsi que l'attestation du cours de parentalité que j'avais suivi. Elle a tout consigné, jeté un œil dans le frigo pour voir s'il était approvisionné, fouillé dans l'armoire de la salle de bain et demandé à voir où on rangeait les habits du bébé. Papa est resté assis sur le canapé sans piper mot, la fixant du regard, la mâchoire crispée. Après 40 minutes d'interrogatoire et d'inspection, elle a enfin quitté l'appartement en promettant de rendre son rapport d'ici la fin de la semaine. Je me suis effondrée sur le canapé, épuisée, en réalisant que l'aide de papa et ses mystères ne suffiraient clairement pas. Ce soir-là, une fois papa endormi, j'ai fouillé pour retrouver le numéro de Jessie Norton du cours de parentalité et je lui ai envoyé un message pour savoir si son groupe de soutien existait toujours. Elle m'a répondu presque aussitôt que le groupe se réunissait tous les jeudis au centre communautaire et que j'étais la bienvenue. 3 jours plus tard, j'ai pris la voiture pour y aller, laissant le bébé à papa même si ça me stressait. La salle était aménagée en cercle, 8 chaises dont 4 déjà occupées par d'autres femmes, toutes épuisées mais souriantes à mon arrivée. Jessie m'a présenté aux autres, expliquant « Ici, on peut tout dire. C'est un espace sûr pour les jeunes mamans. » Je me suis assise et, quand ce fut mon tour, je me suis contentée de dire que j'étais une mère solo avec quelques soucis familiaux, sans entrer dans les détails de la naissance. Personne n'a insisté, elles ont juste hoché la tête, et une femme m'a même pris la main en signe de soutien. Une autre, en face de moi, a commencé à raconter sa galère pour la garde de son enfant et a sorti un énorme classeur bourré d'intercalaires, chacun dédié à un aspect de la vie de son petit. Elle a tourné les pages pour montrer des tickets de caisse de couche, des textos imprimés de son ex,
des photos des repas préparés et même des notes sur les heures de réveil du bébé chaque nuit. Les autres écoutaient sans broncher, comme si tout cela était normal, alors que moi je me rendais compte que je ne notais rien, que je me contentais d'essayer de tenir le coup chaque jour. Elle m'a poussé le classeur pour montrer les sections sur les dossiers médicaux, les témoignages et ce qu'elle appelait son journal parental pour retracer tous les moments importants. J'avais les mains moites en voyant toute cette organisation, mais au fond, je savais que je devais m'y mettre aussi, surtout avec papa qui devenait de plus en plus étrange. Après la réunion, je suis allée direct à la papeterie acheter des pochettes plastiques, une étiqueteuse et un classeur à souffler, un vrai truc de pro, comme pour le tribunal. De retour à l'appartement, pendant que papa donnait le biberon, je me suis mise à tout photographier avec mon portable. Chaque ticket de pharmacie, chaque boîte de lait, même le linge que je venais à peine de plier. J'ai noté l'heure à laquelle elle mangeait, la quantité de lait avalé, les changements de couches, et j'ai même ouvert une section rien que pour les comportements bizarres de papa, avec ses coups de fil et ses remarques sur mon grand-père. Le lendemain matin, alors que je triais les factures médicales par date, mon téléphone a sonné. C'était Brody. Il m'a annoncé « Patty a enfin reçu les papiers du tribunal pour le test de paternité, mais il a refusé de signer tant que l'huissier ne lui a pas expliqué qu'il risquait des poursuites s'il ne coopérait pas dans les 30 jours. » J'étais dans la cuisine quand papa est arrivé du salon. Il a dû entendre le nom de Patty, parce que son visage s'est fermé d'un coup et il s'est mis à me demander pourquoi je perdais mon temps avec quelqu'un qui, de toute évidence, n'était pas concerné. Il a haussé le ton, bien plus que d'habitude depuis qu'on vit ensemble. Tu compliques la vie de tout le monde en mêlant Patty à cette histoire, alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas être le père. Bébé s'est mise à pleurer à cause du bruit et papa l'a prise dans ses bras, sans cesser de me fixer d'un regard dur, à la fois inquiet et furieux, un regard que je ne lui connaissais pas. Ce soir-là, j'ai couché le bébé plus tôt et j'ai fait semblant de m'endormir sur le canapé pendant que papa regardait la télé, mais en réalité, je restais à l'écoute, sur mes gardes. Vers 23h, il s'est levé, est parti à la salle de bain, a fermé la porte tout doucement, puis j'ai entendu sa voix à travers les murs fins, basse et pressante, comme s'il suppliait quelqu'un. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton m'a glacée, surtout lorsqu'il a prononcé quelque chose qui ressemblait à « pas encore », avant que la chasse d'eau ne sonne et qu'il ressorte. Le lendemain, j'ai dit à papa que j'emmenais le bébé à la visite des 2 mois. Il a proposé de venir, mais j'ai prétexté des courses à faire seule ensuite. Chez le médecin, l'infirmière a pesé le bébé, pris son tour de tête, et le pédiatre a écouté son cœur, testé ses réflexes avant de me rassurer. Tout était parfait pour son âge. Il m'a montré la courbe de croissance, pile au milieu pour le poids et la taille, ce qui rendait tout ça encore plus incompréhensible. Comment une situation aussi improbable pouvait donner un bébé aussi normal? J'attendais dans la salle d'attente, remplissant des papiers d'assurance, quand j'ai levé les yeux et je l'ai vu, le même gars croisé au café, celui qui prétendait être le père. Il était assis en face de moi, accompagné d'une femme plus âgée qui devait être sa mère. Et quand nos regards se sont croisés, il est devenu livide, a saisi le bras de la femme et l'a entraîné vers la sortie. J'avais les mains qui tremblaient en appelant Brody, là, dans la salle d'attente, pour lui raconter ce qui venait d'arriver, alors que les autres parents devaient me prendre pour une hystérique. Brody m'a dit « Je vais ajouter ça au dossier pour la demande d'ordonnance d'éloignement ». Et il a précisé que ce type avait déjà fait le coup à d'autres femmes passées dans les médias, se pointant à leur travail ou chez elles en prétendant être impliquées dans leur histoire. Ça ne me rassurait pas du tout de savoir que ce n'était qu'un type en mal d'attention, parce que ça voulait dire que l'explication réelle restait à découvrir, et ça me donnait la chair de poule. 2 jours plus tard, Gianna a appelé pendant que papa était sorti faire des courses, la voix pleine d'entrain pour m'annoncer que mes résultats ADN étaient parfaitement normaux. Aucun signe de chimérisme ni autre bizarrerie génétique qui aurait pu expliquer ma grossesse. Elle a précisé que les résultats du bébé étaient toujours en cours d'analyse, car ils avaient dû les envoyer dans un labo spécialisé, mais elle espérait les recevoir dans la semaine, et me tiendrait au courant dès leur arrivée. Puis elle a glissé une info qui m'a fait m'effondrer sur le canapé. Le labo qui avait réalisé les tests prénataux avait déjà eu des soucis de contamination, et une action collective était en train de s'organiser contre eux. Elle m'a donné le numéro d'un avocat si jamais je voulais me joindre à la plainte, mais elle a ajouté que ça n'arrangerait sûrement pas ma réputation, étant donné que tout le monde me prenait déjà pour une menteuse ou une folle, même si je pourrais peut-être récupérer un peu d'argent pour tous ces tests ratés. Ce soir-là, j'ai pris mon ordinateur et commencé à fouiller sur le labo responsable de mes tests. Leur site était impeccable, mais les avis, eux, racontaient une toute autre histoire. 3 autres femmes avaient signalé avoir reçu des résultats erronés l'an dernier, toutes lors de tests prénataux, et chaque fois on avait blâmé une panne de matériel. J'ai fait des captures d'écran de tout et créé un dossier intitulé « Preuves » sur le bureau de mon ordi, avant de chercher des avocats spécialisés en discrimination au travail. Les 2 premiers demandaient une avance, mais la 3e, Sandra, travaillant dans un petit cabinet en galerie marchande, a accepté de me recevoir gratuitement. Elle a épluché mes papiers de licenciement et les mails de mon patron sur le malaise des clients. « On tient un dossier », a-t-elle dit en tapotant son stylo sur le bureau. Mais ce genre d'affaires traîne des années et l'indemnisation ne sera peut-être pas mirobolante. J'ai signé quand même, au moins pour ne plus subir sans rien faire. Les factures s'accumulaient sur le plan de travail de la cuisine, le lait en poudre et les couches grignotèrent mes économies à vue d'œil. Je me suis remise devant l'ordi pour remplir les formulaires d'aide sociale, chaque question me donnant l'impression de rapetisser un peu plus.
Il demandait tout, le père, la pension, pourquoi je ne pouvais pas travailler, et j'ai répété, en attente du test de paternité, à chaque page. Papa m'a trouvé en pleurs devant la paperasse et m'a proposé de prendre un deuxième boulot comme livreur de pizza le soir. Je lui ai plutôt conseillé de s'occuper de ses séances de thérapie, celles qu'il avait tendance à zapper vu le nombre de cartes de rendez-vous retrouvées à la poubelle. Il a détourné les yeux en marmonnant qu'il allait devoir tout reprogrammer. La semaine suivante, pendant la réunion du groupe de soutien dans la salle paroissiale, je berçais le bébé sur mes genoux quand Jessie s'est penchée vers moi. « Ma sœur bosse au labo de génétique », m'a-t-elle glissé à voix basse. « Elle a entendu parler de ton dossier. » Évidemment, tout le monde était au courant de l'histoire de la fille au bébé miraculeux. J'ai senti mon estomac se nouer. Jessie m'a discrètement tendu une serviette en papier avec un numéro griffonné dessus. « Elle veut t'aider », a-t-elle ajouté. J'ai appelé la sœur ce soir-là, une fois le bébé couché, et elle m'a répondu d'une voix étouffée, comme si elle craignait d'être écoutée. « Le directeur du labo supervise personnellement ton dossier maintenant », m'a-t-elle expliqué. Il n'avait jamais vu d'ADN comme celui de ton bébé, mais c'est bien humain. Il y a juste des marqueurs étranges qu'il n'arrive pas à interpréter. Elle a raccroché très vite, mais ces mots ont continué de tourner dans ma tête. Mon bébé était humain, entièrement humain, et pas une sorte d'hybride extraterrestre comme le prétendaient les illuminés sur Internet. Cette nuit-là, je l'ai serré fort contre moi, lui murmurant tout bas que j'étais désolée d'avoir un jour douté d'elle. 2 semaines plus tard, un mardi matin pluvieux, c'était enfin l'audience pour le test ADN de Patty. Il est arrivé accompagné de ses parents et d'un avocat sapé comme jamais, sans même daigner nous adresser un regard, ni à moi, ni au bébé, trop absorbé par son téléphone comme si on était contagieuse. Sa mère me jetait des regards noirs. Son père chuchotait des choses à l'oreille de l'avocat. On nous a fait entrer dans une petite salle où une infirmière attendait avec les kits de prélèvement. Elle nous a expliqué tout le protocole, comment chaque échantillon serait soigneusement scellé et signé pour éviter la moindre contestation. Patty est passé le premier, la bouche grande ouverte sous le regard inquisiteur de sa mère. Puis ce fut le tour du bébé, qui s'est mise à pleurer dès que l'infirmière a approché le coton de sa joue. La mère de Patty n'a pas pu s'empêcher de lancer assez fort pour que tout le monde entende que c'était un coup monté. L'infirmière a tout rangé dans des sachets scellés pendant qu'on signait les papiers attestant notre présence. Tout n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais j'ai eu l'impression que ça s'étirait à l'infini, avec leurs regards qui me transperçaient, comme si j'essayais de piéger leur précieux fils. Papa nous attendait sur le parking, moteur déjà en marche, et il a absolument insisté pour me ramener, même si j'avais ma voiture. Il n'a pas décroché un mot du trajet, les yeux rivés sur la route, tandis que le bébé gigotait à l'arrière. Arrivé chez moi, j'ai glissé que les résultats arriveraient en sous 2 semaines. « Je sais », a-t-il lâché sans me regarder, et la froideur de son ton m'a glacée. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un message de maman, le premier depuis des mois, juste pour demander si le bébé allait bien. Je suis restée de longues secondes à fixer l'écran avant de lui répondre qu'elle était parfaite, en joignant une photo prise le matin même où elle dormait paisiblement dans son berceau. J'ai vu apparaître et disparaître les 3 petits points 5 fois avant qu'elle ne m'envoie juste un emoji cœur, le minimum, mais c'était déjà un signe qu'elle commençait à s'adoucir. J'ai aussitôt fait une capture d'écran, preuve que ma propre mère ne nous avait pas totalement effacés de sa vie. Le lendemain matin, alors que je changeais la couche du bébé, le téléphone s'est mis à sonner avec un numéro inconnu. L'assistante des victimes du tribunal m'a appris que cet inconnu qui prétendait être le père avait enfreint son ordonnance d'éloignement en se pointant à la clinique où on m'avait vu. Un mandat allait être lancé, mais elle m'a prévenu qu'il ne risquait qu'une amende, sauf s'il recommençait. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, puis j'ai vérifié 2 fois toutes les serrures de l'appartement. Les jours suivants, je me suis raccrochée à la routine avec le bébé, avide d'un peu de normalité dans tout ce chaos. Réveil à 6 heures pour le premier biberon, puis un peu de temps sur le tapis d'éveil offert par papa pendant que je grignotais une tartine. Elle commençait à faire de petits sourires, minuscules mais si précieux qu'ils me réchauffaient le cœur. À chaque sourire, j'y voyais la preuve que toutes ces personnes qui pensaient que je devrais la confier avaient tort. La preuve qu'on était faites l'une pour l'autre. Je les prenais tous en photo, accumulant patiemment la preuve que j'étais une bonne mère, envers et contre tout. Le jeudi après-midi, Gianna m'a rappelé pendant la sieste du bébé, la voix vibrante d'excitation, au lieu de son ton habituellement réservé. Elle voulait fixer un nouveau rendez-vous pour discuter des résultats génétiques complets, et évoquait même la possibilité de publier une étude de cas avec mon accord. J'ai accepté de venir le lundi suivant, curieuse de comprendre ce qui la fascinait tant. Le jour venu, papa a tenu à nous accompagner, même si j'avais ma propre voiture. Gianna nous attendait dans la salle d'attente du service de génétique, débordante d'énergie, et nous a conduits jusqu'à une salle de consultation. Elle a sorti des graphiques et des tableaux sur la table, m'expliquant que le bébé présentait des marqueurs génétiques atypiques, preuve d'une mutation rapide dans certaines zones. Rien de dangereux. Elle n'a cessé de me rassurer, juste des différences jamais observées jusque-là. Elle avançait l'idée d'une forme d'adaptation évolutive, sans pouvoir préciser à quoi cela correspondait. Finalement, son intérêt scientifique m'a rassurée plus que je ne l'aurais cru. Au moins, quelqu'un voyait en ma fille une enfant exceptionnelle, et non une preuve que j'étais folle ou que je mentais. Elle m'a demandé à nouveau si je voulais bien qu'il publie un article, en garantissant notre anonymat, et j'ai signé les papiers. 2 semaines plus tard, papa m'a accompagnée à l'audience pour la garde, tous les deux sur notre 31,
le bébé habillé de la petite robe envoyée par maman. Les services sociaux ont présenté leur rapport au juge, notant une amélioration de la stabilité, mais restant inquiets face aux circonstances inhabituelles et aux différentes enquêtes encore en cours. L'assistante sociale n'arrêtait pas de me scruter en lisant son rapport, comme si elle attendait que je flanche. La juge, une femme d'un certain âge au regard bienveillant, semblait compatissante en consultant mon dossier. Elle m'a félicité d'avoir suivi les cours de parentalité et d'avoir gardé un logement stable. Mais son visage est soudain devenu grave. Toute accusation pénale pour fausse déclaration ou fraude pourrait peser lourd sur ton dossier de garde, m'a-t-elle lancé en me regardant droit dans les yeux. J'ai serré les mâchoires à m'en faire mal. L'envie de crier mon innocence me brûlait la gorge, peu importe ce que les autres voulaient croire. Sous la table, la main de papa a trouvé la mienne et l'a pressée discrètement. En sortant du tribunal, il a proposé qu'on s'offre une glace, même si l'heure du déjeuner était encore loin. En nourrissant le bébé à la vanille, cuillerée après cuillerée chippée dans mon cornet, papa a suggéré qu'on pourrait partir vivre ailleurs après tout ça. Recommencer à zéro, là où personne ne connaît notre passé, a-t-il murmuré en me scrutant. L'idée avait de quoi séduire. Élever ma fille loin des ragots, sans avoir à supporter les regards en coin. Mais au fond, j'avais aussi la sensation que ce serait simplement fuir des réponses qui me manquaient encore. Je lui ai promis d'y réfléchir. Cet après-midi-là, pendant la deuxième sieste du bébé, mon téléphone a sonné. C'était Brody. Il parlait vite, excité, m'annonçant que l'inconnu qui s'était fait passer pour le père au café avait été arrêté pour harcèlement dans une autre affaire. En fouillant chez lui, la police avait mis la main sur des preuves qu'il traquait plusieurs femmes impliquées dans des histoires de grossesse très médiatisées. Des carnets pleins de détails sur des affaires ayant défrayé la chronique, où il s'entraînait à raconter qu'il était le père. Mon dossier était là, avec des notes sur mes horaires, des articles imprimés sur la soi-disant naissance miraculeuse. Brody m'a assuré que ça jouait clairement en ma faveur, notamment pour la garde, et même l'assistante sociale ne pourrait plus croire que je me faisais des histoires ou que j'inventais. Ce n'était qu'une maigre victoire, mais à ce stade, le moindre signe positif faisait du bien. J'ai raccroché et j'ai appelé papa au boulot pour lui raconter, et j'entendais son soulagement rien qu'à la façon dont il me répondait. Peut-être que, lentement, tout commençait enfin à s'arranger. 2 jours plus tard, l'assistante sociale m'a appelée, et pour la première fois, sa voix paraissait moins sèche, presque bienveillante. Elle m'a expliqué que le rapport de police sur le harceleur jouait en ma faveur, et qu'elle allait mettre à jour son dossier pour signaler que je n'étais ni coupable ni mythomane. 3 autres jours ont passé. Papa et moi continuant notre routine bizarre à s'occuper du bébé, sans jamais aborder les vrais sujets. Le jeudi matin, alors que je donnais à manger au bébé, j'ai entendu le facteur et, sans trop savoir pourquoi, je suis allée ouvrir tout de suite. Il y avait une enveloppe en recommandé à signer, et dès que je l'ai eue en main, j'ai su ce que c'était. Mes mains tremblaient en signant et en ramenant l'enveloppe à l'intérieur, où papa faisait semblant de relaver la même assiette depuis une éternité. L'adresse de l'expéditeur, c'était le labo, et l'enveloppe me paraissait peser 1 tonne, comme si tout ce qui venait de se passer était dedans. Je me suis assise à la table de la cuisine, et je l'ai ouverte pendant que papa me tournait le dos, mais j'ai vu ses épaules se crisper. La lettre de présentation était pleine de jargon juridique, mais j'ai foncé droit à la page des résultats, et là, noir sur blanc, probabilité de paternité, 99,9% correspondant à Patrick James Sullivan, le vrai nom de Patty, que j'avais presque effacé de ma tête. Impossible à croire, nous n'avions jamais couché ensemble, jamais, pas même frôlé. J'ai relu 3 fois, les chiffres restèrent les mêmes. C'était là, écrit noir sur blanc, sur le papier officiel. Papa s'est retourné, a vu ma tête et s'est approché pour lire par-dessus mon épaule. Il a haussé les sourcils, mais n'a rien dit, posant juste la main sur mon épaule pendant que je fixais la feuille. J'ai attrapé mon portable et appelé Jana, au numéro qu'elle m'avait laissé à l'hôpital. Elle a décroché au bout de 2 sonneries et, sans prendre le temps de réfléchir, je lui ai dit que les résultats disaient que Patty était le père, mais que c'était impossible. Silence. Puis elle m'a demandé si, même sans rapport sexuel complet, on avait déjà été intime autrement. J'ai senti mes joues chauffer rien qu'à l'idée, mais j'ai admis qu'on avait déjà eu des gestes, en veillant toujours à ne jamais aller trop loin. Elle m'a expliqué que, dans de très rares cas, le liquide prééjaculatoire pouvait suffire à provoquer une grossesse pendant des contacts intimes. Une chance sur 1 million, mais ça arrive. Elle a évoqué le terme médical, conception par contact indirect, ou un truc du genre. Et d'un coup, tout s'est éclairé. Toutes ces fois où on s'arrêtait avant d'aller trop loin, pensant être prudent, mais manifestement, on ne l'avait pas été assez. Le soulagement est monté d'un coup, et j'ai éclaté en sanglots, le téléphone à la main. Gianna continuait à m'expliquer que c'était rarissime, mais pas impossible, citant une étude européenne qui avait recensé quelques cas. Je l'ai remerciée, puis j'ai raccroché et je suis restée là, le bébé dans les bras, les larmes qui coulaient toutes seules. Papa est venu nous serrer toutes les deux, et j'ai entendu dans un murmure qu'il avait toujours su que ma fille était à sa place ici. On est resté ainsi, blottis, jusqu'à ce que le bébé proteste, réclamant qu'on la change. J'ai pris une photo des résultats avec mon téléphone et je les ai envoyés à l'avocat de Patty avec une demande officielle de pension alimentaire. Il m'avait déjà donné son adresse mail lors du prélèvement d'ADN, en me précisant de le contacter dès que les résultats tomberaient. Je n'ai pas fait long, juste un message pour dire que les résultats étaient en pièces jointes et que je réclamais un soutien financier selon les barèmes d'État. Le montant ne serait pas énorme, Patty étant encore scolarisée, mais l'important, c'était surtout la reconnaissance, pas l'argent.
Moins d'une heure après, l'avocat de Patty m'a répondu pour confirmer la réception et préciser que sa cliente aurait besoin de temps pour digérer les résultats. 2 jours plus tard, Brody m'a appelé pour m'annoncer que Patty souhaitait me rencontrer afin de discuter d'une garde partagée, maintenant que la paternité était prouvée. J'ai accepté, mais en précisant à Brody que je voulais que ce soit dans son cabinet, avec nos 2 avocats présents, pas dans un café où tout pouvait déraper. On a calé la rencontre au mardi suivant, à 14h, quand papa pourrait garder le bébé. Le jour J, j'ai enfilé la plus jolie tenue qui m'allait encore, et j'ai tenté d'avoir l'air à peu près présentable, même si j'avais passé la nuit à bercer le bébé. Lorsque je suis arrivée, Patty était déjà installé, assis à côté de son avocat, absorbé par son téléphone. Il a relevé la tête à mon entrée, son visage impassible, ni fâché, ni franchement joyeux. Son avocat a pris la parole pour expliquer que la situation sortait de l'ordinaire et qu'il faudrait que chacun fasse preuve de pragmatisme. Patty a fini par intervenir pour s'excuser de ne pas m'avoir cru et pour son comportement. Il a reconnu qu'il avait été dépassé, que tout cela lui semblait surréaliste et qu'il avait mal réagi, mais qu'il acceptait désormais les conclusions. Il a sorti un document de son dossier, l'a fait glisser vers moi, un relevé bancaire attestant de la mise en place de virements automatiques mensuels. Le montant était modeste, $200, mais il a précisé qu'il augmenterait la somme une fois diplômé et un emploi stable trouvé. Il a ajouté qu'il n'était pas prêt à assumer un vrai rôle de père pour le moment, qu'il lui fallait du temps pour encaisser tout ça, mais qu'il serait présent financièrement. J'ai examiné le papier, puis je l'ai regardé, réalisant à quel point j'étais épuisée de devoir toujours me battre. Je lui ai répondu que j'acceptais, que nous pourrions rediscuter d'une éventuelle implication plus tard, si l'envie lui en prenait. Les avocats ont rédigé un accord que nous avons signé tous les 2, puis Patty est partie sans un mot de plus. Brody m'a assuré que j'avais pris la bonne décision et que Patty changerait peut-être d'avis avec le temps. La semaine suivante, j'avais un nouveau rendez-vous avec les services sociaux pour la clôture définitive de mon dossier. L'assistante sociale avait étalé tous mes papiers sur son bureau, y compris les résultats de paternité et l'accord de garde, et après une relecture attentive, elle m'a adressé un sourire franc. Elle m'a confié qu'en 20 ans de carrière, elle n'avait jamais vu une affaire pareille, mais que tout était en règle, que l'enquête se terminait officiellement et qu'elle ne voyait aucune raison d'aller plus loin. Avant que je parte, elle m'a même souhaité bonne chance avec le bébé, ce qui m'a paru presque irréel après tout ce que j'avais traversé. 2 jours plus tard, mon avocate spécialisée dans le droit du travail m'a appelé. Mon ancien patron préférait régler l'affaire à l'amiable plutôt que de risquer un procès pour discrimination. L'offre n'avait rien d'extraordinaire, $15 000 et une lettre de recommandation neutre, mais cela couvrait 3 mois de frais médicaux et me donnait un peu de répit. J'ai signé les papiers dans le bureau de l'avocate, tandis que mon bébé dormait dans son cosy, la main un peu tremblante de fatigue. Papa était venu nous récupérer, et sur le chemin du retour, il n'arrêtait pas de se racler la gorge, visiblement prêt à me révéler quelque chose d'important. Au feu rouge, il s'est tourné vers moi et m'a expliqué que les fameux appels venaient de son frère Frank, dont j'ignorais l'existence. Frank cherchait à le joindre à cause d'une histoire génétique dans la famille, un truc de grossesse inhabituel du côté des femmes, mais papa l'avait rayé de sa vie depuis des années à cause de soucis d'argent. Là, bloqué dans les embouteillages, il s'est mis à pleurer, avouant qu'il aurait dû m'en parler plus tôt, mais qu'il avait eu peur que je croie notre famille maudite ou pire. Je lui ai pris la main, parce que après tout ce qui s'était passé, découvrir que j'avais un oncle en froid avec la famille me semblait bien anodin. De retour à la maison, je lui ai dit que désormais il pouvait rester chez nous aussi longtemps qu'on serait honnêtes l'un envers l'autre, plus de secrets. Il a acquiescé, promettant de rappeler Frank pour tirer cette histoire de génétique au clair. La semaine suivante, Jessie du groupe de soutien a organisé une petite fête chez elle pour célébrer le fait que je gardais la garde de ma fille. 5 femmes étaient là, avec un gâteau et des vêtements de bébé. Toutes mères célibataires, toutes passées par les mêmes galères. Jessie m'a prise à part pour me proposer de garder le bébé quand je commencerai à chercher du travail, en précisant que sa propre fille était assez grande pour aider et adorer les petits. Ces femmes étaient devenues plus proches de moi que ma propre famille, toujours présentes quand le reste du monde s'effaçait. Gianna m'a envoyé un mail, avec en pièce jointe le PDF de son étude de cas sur ma grossesse, publié entre-temps. Tous les noms avaient été changés, bien sûr, pour préserver l'anonymat. Lire ce texte, voir mon histoire transformée en jargon scientifique sur une conception spontanée, sur un transfert minuscule de matériel génétique et des contaminations de laboratoire, ça m'a fait un effet étrange. Le rapport parlait d'une combinaison d'événements improbables, à la probabilité infime, rien de surnaturel, juste un sacré concours de malchance et quelques erreurs de labo. Au fond, ça m'a soulagée. La science reconnaissait que des choses bizarres pouvaient arriver sans qu'on soit forcément fou ou menteur. 3 semaines plus tard, Brody m'a contacté pour me proposer un poste de saisie de données chez un de ses clients, en télétravail, payé $20 de l'heure. Ce n'était pas un rêve de carrière, mais l'avantage, c'est que je pouvais travailler pendant les siestes du bébé et recommencer à économiser un peu. J'ai débuté le lundi suivant, mon ordinateur posé sur la table de la cuisine, pendant que papa emmenait le bébé en balade. Ce travail répétitif, saisir des dossiers d'assurance toute la journée, était exactement ce qu'il me fallait après des mois de chaos. 6 mois après cette fameuse échographie qui avait tout bouleversé, je retrouvais une routine qui ressemblait presque à la normalité. Papa préparait le dîner pendant que je tapais sur mon clavier, on se relayait pour les biberons de nuit, et peu à peu, bébé dormait des nuits complètes,
Puis, un mardi après-midi, ma mère est arrivée à la porte avec un sac de courses, fuyant soigneusement mon regard. Elle a pris le bébé dans ses bras, maladroitement, comme si elle avait tout oublié. Mais je l'ai vue s'émouvoir quand la petite a serré son doigt. Elle n'a ni présenté d'excuses, ni expliqué son absence. Elle s'est contentée de ranger les courses et de me demander si j'avais du linge à laver. On a travaillé côte à côte, elle pliant des bodys minuscules pendant que je donnais le biberon, comme si tout cela était parfaitement normal. Elle est restée 3 heures, à câliner sa petite fille, à rapporter d'autres provisions de la voiture, puis est repartie en promettant de revenir la semaine suivante. Après son départ, je me suis installée dans la chambre du bébé pour la regarder dormir dans le lit que papa avait monté le mois précédent. L'appartement était petit mais bien tenu, toutes les factures étaient réglées, et petit à petit, nous avions trouvé notre rythme, même si tout était loin d'être idéal. Je repensais à tout ce qu'on avait traversé, les accusations, l'abandon, ces inconnus qui se disaient pères, les tests ADN qui n'avaient ni queue ni tête. Finalement, la vérité était d'une simplicité déroutante, une histoire de génétique un peu étrange et d'erreurs de labo. Mais il avait fallu que tout explose dans ma vie avant d'en arriver là. Le bébé, perdu dans ses rêves, poussait ces petits bruits qui me faisaient toujours sourire, complètement inconsciente du tumulte qu'elle avait déclenché simplement en venant au monde. En la regardant dormir, paisible au milieu de la stabilité qu'on avait réussi à bâtir à partir de rien, j'ai su qu'on était capable d'affronter tout ce qui pourrait arriver ensuite. Le casse-tête médical était résolu, les histoires juridiques derrière nous, et même ma famille commençait à se reconstruire, à sa façon, parfois maladroitement. On n'était certainement pas une famille parfaite comme dans les films, juste 3 générations qui essayèrent d'avancer ensemble, un jour après l'autre, et pour l'instant, ça nous convenait bien. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé tous ces moments avec moi, et d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère que vous aurez envie de nous retrouver pour de nouveaux récits, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.